Alors, en manchette aujourd'hui, la municipalité de Saint-Ignace planifie la réfection de plusieurs chemins et on discute de l'état du nationalisme québécois avec le député bloquiste de Berthier-Maskinongé. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du 20 janvier. Les élus de Saint-Ignace de Loyola ont voté lors de l'Assemblée de janvier en faveur d'un règlement d'emprunt pour financer la part de la municipalité dans plusieurs projets de réfection de chemin sur le territoire de Saint-Ignace. La part de la municipalité, la part qui sera remise à la municipalité de la taxe sur l'essence servira aussi à financer une portion de ces travaux. On écoute les explications du maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthes. Que le fédéral donne l'argent au provincial qui nous redistribue. Comme nous autres, cette année, on a 1 135 000 là, environ. Puis la part de la municipalité pour investir, c'est 515 000. Au lieu d'attendre de faire des petites parties à tous les ans, à 50 000, 60 000, puis bien, là, on a fait un règlement par appui de 512 000 parce qu'on avait le droit de le faire. C'est 0,25 qu'on peut prendre sur notre RFU. Ça donnait 512 000 On va faire le règlement d'emploi par appui, on va le mettre sur 20 ans. L'argent est dans le budget. Pas de problème, parce que cet argent-là, on avait quand même pas loin de 60 000 qui étaient là pour les ponceaux. À ce moment-là, en ayant le 512 000, on va pouvoir tout faire ce qu'on veut faire, presque tout. J'espère qu'on va être capable de tout faire. Mais il y a une partie de ce que ça va coûter un peu plus cher, c'est ça, mais on va, comme dans Saint-Isidore, on va lever le chemin à une place sûre, qui est presque dans la fin de Saint-Isidore, parce qu'on a deux propriétés, que quand arrivent les inondations, on a deux propriétaires qui sont isolés. Ça, isolés, ça veut dire que les pompiers, la police, l'ambulance ne peuvent pas aller. Le seul moyen, c'est la relou. Mais si quelqu'un tombe malade, fait une crise cardiaque, quelque chose de majeur, mais on est en problème, tandis qu'en remontant le chemin, c'est plus qu'on a fini de remonter le chemin, oui, il va peut-être avoir de l'eau sur le chemin, il va peut-être avoir un pas sur deux, puis ils vont pouvoir brosser quand même, puis aller chercher des citoyens. Puis en même temps, ça va faire. On a une partie dans Saint-François à faire, on a des ponceaux à changer dans le rang Saint-Pierre, on a un dans le Saint-Isidore aussi, à l'entrée de Saint-Isidore, au bout de la côte à M. Farley, puisqu'il était M. Farley. Ça, cette place-là, ça va coûter un peu plus. Mais c'est des travaux qu'on va faire, puis on va que les citoyens soient assurés qu'on va dépenser l'argent à bonne place pour améliorer nos chemins, puis en même temps, mettre ça pour que ça soit vraiment sécuritaire. Et ces travaux-là vont tous être réalisés dans J'espère qu'on va être capable de les faire. Si on n'a pas le temps de toutes les faire cette année, mais une partie, c'est sûr que dans la chose de M. Farley, juste avant la côte, c'est sûr que là, on n'a pas le choix, on va aller en appel d'offres, parce que c'est des travaux majeurs. Là. On a un tuyau de 48 pouces, là, puis le tuyau, il passe juste à côté, pas loin de la maison. Fait que, on veut que ce soit un contracteur qui soit capable de protéger tout, parce qu'il y a aussi la fosse septique qui n'est pas loin, fait que, on va s'assurer. Mais les autres, d'après moi, on va être capable de les faire à l'interne. Fait qu'à l'interne, c'est moins coûteux. Fait que, ça nous aide. Alors, partant en froid, comme nous avons en ce début de semaine, il y a plusieurs qui font des feux de foyer. Voici un message à ce sujet du préventionniste du service incendie de la MRC de Dautrey. Alors, chaque année, là, il y a plusieurs incendies qui sont causés par une mauvaise gestion et un mauvais entreposage des cendres chaudes. Dans la plupart des cas, l'élément déclencheur se trouve être soit un mauvais choix de contenant ou le site d'entreposage qui est inadéquat. Alors, il est recommandé de vider régulièrement les cendres du foyer, de ne jamais utiliser un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes, jeter les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé, un peu comme on voit sur la photo, et muni d'un couvercle métallique, déposer le contenant à l'extérieur sur une surface non combustible. Et attention, là, les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c'est pourquoi elles doivent être entreposées à l'extérieur de la maison ou du garage. Il faut garder une distance minimale là, de 1 mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon ou de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. Et les cendres devraient reposer dans ce contenant pour au moins 7 jours avant d'être jetées dans un autre contenant tel le bac de matière organique ou la poubelle.
Et avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, il faut vérifier que ces cendres sont parfaitement refroidies, brasser les cendres régulièrement afin de vous assurer qu'il n'y a aucune chaleur qui s'en dégage. Et pour plus de précaution, là, vous pouvez conserver les cendres durant toute la saison hivernale et vous en débarrasser seulement au printemps. Dans un autre ordre d'idée, il y a la Fondation Santé MRC de Dautré qui transfère ses activités vers la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Alors, la Fondation Santé MRC de Dautré, qui avait la pignon sur rue à la Valtrie, qui était constituée depuis 1998, a choisi de transférer ses activités vers la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière et d'y transférer toutes ses opérations. C'est une décision qui a été prise, précise le communiqué, dans le but de rassembler au sein d'une même entité les expertises régionales en collecte de fonds pour en faire bénéficier la communauté. Et la présidente de la Fondation, Dany Belleville, confirme que tous les fonds qui avaient été recueillis au sein de la MRC de Dautré par la Fondation et qui étaient alors dédiés aux installations de ce secteur seront toujours attribués à ces mêmes établissements. Alors, les CLSC, les centres d'hébergement de la MRC de Dautré pourront encore procéder à des demandes spécifiques et les diriger à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Voilà. Dans un autre ordre d'idée, encore une fois, il y a le Centre d'action bénévole de Dautré qui cherche des bénévoles en accompagnement pour le transport. Ils ont besoin de plusieurs bénévoles. Alors, si vous avez du temps à donner, vous pouvez communiquer avec Chantal Bernèche au 450-836-7122. Et nous passons maintenant à notre première pause. Bon! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 20 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un très joyeux anniversaire à Muriel Trudel et Roland Plante, alors que le Centre d'action bénévole souligne l'anniversaire de Pierre Guilbeault de la Noret, et le Pavillon Berthier souhaite un très joyeux anniversaire à Édith Laforêt, tandis que les Filles d'Isabelle soulignent l'anniversaire aujourd'hui de Jacqueline Charpentier. Lors de notre entrevue de début d'année avec le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, Yves Perron, nous avons abordé plusieurs thèmes. Voici l'extrait au cours duquel nous avons discuté de l'état du nationalisme québécois en ce moment. Alors, parlons maintenant un peu de l'état du nationalisme québécois. On le sait, le Bloc québécois, au-delà de la défense des intérêts du Québec, c'est d'abord un parti qui a été mis sur pied pour faire la promotion de la souveraineté du Québec. Oui. Votre lecture, en quel état est le nationalisme québécois au sens large d'abord en ce moment? Bien, je vais peut-être vous surprendre, mais je veux dire, il va mieux qu'il allait. Oui. Il va mieux qu'il allait parce qu'on est sorti de 15 ans de gouvernement libéral à Québec. Il y a eu une intermède de 18 mois péquiste. C'est pas assez long pour que ça change la donne ou le rythme ou l'impression générale. Mais on a eu une quinzaine d'années où on avait un premier ministre du Québec qui ne demandait rien, puis qui s'écrasait, puis ayant peur de se faire dire non, qui se couchait à terre avant de demander quelque chose.
Fait qu'on n'a pas la fierté, puis la progression, puis le contrôle de notre développement économique, on n'a pas progressé. Là, c'est sûr que M. Legault, il manque un petit bout indépendantiste, à mon avis. D'ailleurs, je connais bien François. Hein? On s'était connus dans le temps au PQ. Okay. J'ai mentionné ça, il m'a trouvé bien drôle. Mais ça fait du bien quand même, parce qu'on a l'impression qu'on a un premier ministre qui parle pour nous autres. Ça faisait longtemps. T'sais. Ça, je vous dis ça, c'est mon impression, mais c'est aussi une impression que je sens là, dans la population en général. Et ça, bien, ça a un effet positif pour nous au Bloc, c'est clair, parce que quand le Québec formule des demandes, là, on se rend compte, c'est quoi la Fédération canadienne? C'est un système qui est barré, d'ailleurs, nous, on n'a jamais accepté, on sait tout ça, puis où on ne peut pas exercer notre pleine couleur, On est une nation différente. C'est pas une question de les Canadiens, ils sont méchants, puis ainsi de suite. C'est une nation différente. Ils ont des intérêts différents des nôtres. Puis on s'en rend particulièrement compte, hein? Puis je vous dirais, c'est un de mes chocs les plus importants en siégeant à Ottawa. Pourtant, je le savais avant. Moi, j'enseigne. En histoire, on enseigne le système parlementaire. Je le connais bien. Là. Mais d'être assis là, tu te rends compte vraiment, c'est le Parlement d'une nation qui n'est pas la nôtre. Là. Nous, on est là, on représente notre groupe pour faire la promotion de nos intérêts, mais l'intérêt général est souvent pas vers le Québec. Ça, on va le démontrer, on le démontre au quotidien. On va en parler encore. Donc, le Bloc est bien placé, selon vous, là, si je comprends bien, pour montrer les limites du fédéralisme canadien pour le Québec. Oui, mais on n'est pas là pour bloquer le système. On est là pour faire avancer les choses. Sauf que rien qui nous empêche de nommer. Regarde, ça serait beaucoup plus simple si, à chaque fois. C'est ce qu'on... En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, quand on parle de faire la pédagogie de l'indépendance. Donc, c'est un jeu d'équilibre, d'une part, de mettre en lumière les limites du système fédéral canadien pour le Québec, et en même temps, vous avez une responsabilité face aux électeurs de ne pas paralyser oui, c'est du pragmatisme, en fait. Oui. On a beau dire, là, je pourrais m'en aller là avec une pancarte puis crier « Vive le Québec libre », là, puis bloquer, voter contre tous les projets de loi. Est-ce que je travaille pour mon monde? Il faut travailler pour l'intérêt des gens de façon constructive, avec un objectif précis. On l'a encore, notre objectif. Puis on va l'expliquer aux gens. C'est par petite dose aussi. C'est pas... par petite dose, il ne faut pas écœurer le monde, mais en même temps, il faut sensibiliser les gens. Et j'imagine que pour les députés bloquistes, c'est quand même parfois un équilibre difficile aussi pour rester en bon terme avec la frange nationaliste des électeurs caquistes, les péquistes, les souverainistes qui se retrouvent chez Québec solidaire, même les souverainistes qui étaient plus près d'Option nationale et qui, là, ne sont pas nécessairement toujours à l'aise avec qu'est-ce qui est défendu par Québec solidaire. Pour tenter de tranquillement paver la voie à un possible autre référendum, vous devez quand même essayer de rester près de tous ces gens-là, puis à l'écoute, les représenter. Puis la beauté de notre rôle, c'est que nous, au fédéral, on est le seul parti indépendantiste. Ouais. Donc, on rassemble tous ces gens-là. Pour avoir été président national quand même pendant plus qu'un an, un an et demi, je suis bien conscient de ça. Puis dans mon exécutif national, j'avais des gens qui étaient d'allégeance de Québec solidaire, puis j'avais des gens qui étaient d'ailleurs... J'ai même des gens de la CAQ. Oui. Ça peut surprendre quelques personnes, mais il y avait des caquistes, là. Puis on travaille avec tout ce monde-là, puis c'est quand on travaille ensemble qu'on trouve nos points communs. C'est ça, un peu ça qu'on a fait quand on a rassemblé les forces du parti. Essayer de faire voir aux gens que oui, on a des divergences, c'est clair, mais il y a des points qui nous rassemblent. Est-ce qu'on ne peut pas se rassembler là-dessus puis aller plus loin? Dans ce sens-là, le travail du Oui Québec est bien pertinent aussi. Alors, nous vous présenterons un autre extrait de cette entrevue au cours des prochains jours, au cours duquel il sera notamment question des priorités du député pour la région de Berthier en 2020. Il y avait bingo en fin de semaine, samedi, et le gagnant, Jacques Ducharme, 600 $ pour la carte pleine. Et il y a aussi Denis Rochette qui a gagné 50 $ pour la deuxième chance. L'activité Prendre un café avec un policier est de retour demain, le 21 à Berthier. Ça se déroulera au McDonald's
de l'avenue Gilles Villeneuve entre 8h30 et 10h30. Alors, c'est la possibilité de venir discuter avec des agents du poste de la Sûreté du Québec de Berthierville de vos préoccupations pour tout ce qui touche la sécurité à Berthier. Et c'est aussi l'occasion de discuter un peu avec les policiers. On vous en reparlera d'ailleurs. Il y a des élèves de l'école secondaire de l'Érablière à Saint-Félix-de-Valois du programme Ouverture sur le monde qui ont demandé à leur municipalité de devenir une communauté bleue. Ils sont allés au conseil municipal à plusieurs reprises là, pour demander aux conseillers d'adopter des résolutions en ce sens pour reconnaître le droit à l'eau et à l'assainissement, de bannir les bouteilles d'eau à usage unique au conseil municipal et lors d'événements municipaux, de promouvoir les services publics de traitement et d'assainissement des eaux. Et ça a porté fruit car la municipalité est devenue la première dans la Naudière à obtenir le statut de communauté bleue au cours de l'automne en novembre dernier. Alors, on le rappelle, le projet Communauté bleue, c'est ça, ça incite les collectivités à prendre des engagements pour protéger l'approvisionnement en eau des citoyens et citoyennes et les services d'eau afin d'aider les générations futures à avoir accès à l'eau potable. Alors, c'était une initiative de ces jeunes. Ma collègue Danielle Yvon s'est entretenue avec Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, qui est conservatrice au Musée d'art contemporain de Joliette, concernant une exposition à venir. On écoute leur échange. Bonjour Anne-Marie, ça va bien? Oui, merci. Et c'était encore cette année la commissaire pour deux belles expositions. Oui, au trois musée. expositions. Trois expositions. Oui, c'est une grosse saison. C'est une grosse saison. Et comme toujours, le Musée d'art, je pense, est à l'avant-garde d'idées, d'activités, de choses. Et cette année, c'est des expositions sur les femmes, on pourrait dire par des femmes. C'est bien ça qu'on pourrait résumer la thématique, l'idée derrière définitivement la saison. La saison hivernale, donc l'année 2020, s'ouvre sur trois expositions qui explorent à la fois le corps et les expériences des femmes. Puis on met de l'avant la démarche de femmes artistes à la fois du Canada, du Québec et de l'international. Dans une exposition où on se trouve là, c'est le travail de Monique Régimbaz-Zébert, artiste peintre montréalaise qui présente à Joliette sa première exposition rétrospective, première exposition bilan qui parcours 35 ans de carrière, donc quand même important. C'est un artiste reconnu, là, je veux dire, c'est pas des artistes émergents, c'est ça que je veux en venir. Et on est dans l'ère du temps, je vous dirais. On a parlé justement en début de semaine des Oscars, pas de nomination de réalisatrices, des choses comme ça. C'est important pour le musée de souligner le travail des femmes, de présenter le travail des femmes. C'est quelque chose qu'on doit maintenant reconnaître, je peux dire, en termes au niveau des arts. Complètement, c'est important pour moi. En tout cas, c'est définitivement une position politique qui m'habite. Oui. Et c'est important au musée parce que les femmes sont encore sous-représentées dans les collections muséales. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un mouvement nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Mais en parler et le faire, c'est toujours deux choses. Là. Exactement. Je pense qu'il faut activement mettre de l'avant le travail des femmes parce qu'elles ont droit à autant de visibilité. Je pense qu'ils apportent autant que les hommes. Ils ont une vision. Tu sais, il y a une vision, tantôt tu nous montrais une œuvre quand on a visité un petit peu l'antichambre de la prochaine exposition. Et qu'est-ce que tu expliquais? Bon, ben oui, de loin, ça a l'air juste d'une toile plate et beige, mais si tu te rapproches, il y a du travail, il y a de l'expression, on peut associer ça à plusieurs choses là, qui concernent les femmes. Et est-ce que tu penses que c'est justement ça aussi, quand les femmes artistes, on pourrait dire, refléter leur émotion, refléter le chose, c'est vraiment différent d'un homme. Là. Tu peux reconnaître une touche féminine dans une œuvre. C'est difficile de le mentionner aussi de façon aussi évidente. Tu sais, je pense que chaque artiste développe son langage et donc il y a une singularité là, de leur touche, de leur mode d'expression ou même de leurs intérêts plastiques, mais aussi conceptuels. Mais peut-être je remarque que dans les expositions qu'on présente cette saison, le corps est au centre du travail de chacune de ces femmes. Puis ça, est-ce que c'est plus féminin ou masculin? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a bien senti quand on a fait la sélection des artistes. C'est très intéressant. Et le corps, l'intimité oui, aussi, c'est ça. mais les émotions sont aussi explorées par des artistes masculins. Mais clairement, cette fois-ci, dans la saison, on a décidé de mettre de l'avant des artistes qui viennent proposer
peut-être une rencontre plus émotive, mais aussi plus intime avec les œuvres. Une proximité qui parle d'espace domestique, qui parle de textile, par exemple, des pratiques ou des médiums qui ont été mis de côté traditionnellement dans l'histoire de l'art, puis qui sont revisités, puis revalorisés par la démarche de femmes. Très bien. Et le musée comme tel aussi, il a puisé dans sa collection, on pourrait dire personnelle, on pourrait dire, pour présenter des œuvres féminines. Ça, c'est vraiment aussi une recherche que vous avez faite parmi la multitude d'œuvres que vous possédez au niveau du musée. Émilie Grandmont-Bérubé, la conservatrice de la collection, a sorti 3 œuvres de notre collection qui présentent des nus féminins. Donc ça, c'est un thème dans l'histoire de l'art. C'est un thème qu'on voit là, à travers l'histoire de la peinture, qu'on retourne vers même l'Académie, la Renaissance. C'est vraiment un thème classique pour un peu contrebalancer ce que les expositions temporaires présentent, les artistes contemporaines, comment elles revisitent la question du corps. Là, dans les expositions temporaires, vous ne retrouverez pas de représentation figurative classique du corps féminin. Pourtant, le corps est beaucoup dans les expositions, mais représenté de façon un peu de biais, un peu obliquement, à travers l'abstraction, à travers, par exemple ici, à travers la cuillère de bois, qui est un symbole de... Oui, de cuisine, exactement, de tâches ménagères. Féminines, associées beaucoup encore au féminin, mais comme tu disais tantôt en conférence de presse, aux féministes aussi, là, des choses comme ça. Donc, ça va être vraiment des belles expositions qui sont présentées à partir du 1er février. Jusqu'à la fin... Jusqu'à la mi-mai. La mi-mai. Donc, c'est une grosse période. Vous n'avez pas de raison de ne pas venir les voir. Et j'espère bien que vous viendrez, c'est ça. Et on rappelle aussi que le vernissage aura lieu le 1er février en après-midi et que Jean-François a confirmé comme quoi tous les artistes étaient pour être là. Oui. Ça va être passionnant aussi. Oui. Ça va vraiment l'occasion. Vous avoir l'opportunité de les rencontrer, de les entendre parler de leur travail directement. De discuter, de pouvoir voir comment dans un exemple avec ces œuvres-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu vraiment, là, parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir dire oui, j'ai voulu dire ça. Exactement. Parce qu'on fait des interprétations, hein, chacun. Bien sûr. C'est pas mauvais, là. Non, exactement. Les artistes sont contents aussi que les visiteurs interprètent à partir de leur propre bagage, leurs propres histoires, leurs propres souvenirs, ce qu'ils voient. Une œuvre, ça existe à travers l'intention d'un artiste, mais ça existe aussi dans sa réception. Puis si ça interpelle quelque chose chez les visiteurs, ça veut dire que c'est une œuvre efficace. C'est ça. Bon, bien, je te remercie beaucoup, puis bonne continuité. Merci beaucoup. Et on passe maintenant à notre seconde pause. Bon! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie... On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubrédé de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Alors, au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 4 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Louis Lachance, conjoint de Lise Plante, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Lachance
et son époux Gilles Morin, Claudette Lachance et son époux Oscar Saint-Pierre, Maurice Lachance, Suzanne Lachance, Lucille Marcoux, feu Rosaire Lachance, Ken Descorses, feu Alice Lachance, de même que son filleul Frédéric Plante, Geneviève Plante, Marcel Plante, Nicole Paul, feu Gilles Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 janvier de 19 à 21 h et samedi dès 9 h au complexe funéraire Efterio du 1641 rue Notre-Dame à Berthierville. Et les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Lachance sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Desrochers, époux de Marielle Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Annie et Karine Desrochers, ses petits-enfants, Angélique Courchaine, Marc-Antoine Lefrançois, Laura Courchaine, Benjamin Ouellette, Samuel Guévremont et son épouse Noémie Hainaut, Philippe Guévremont, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Monique Desrochers et son époux Régent Grégoire, Denis Desrochers et son épouse Christiane Sylvestre, Linda Desrochers et son époux Benoît Godin, Chantal Desrochers et son époux Michel Boucher, Gaëtane Valois et son époux Richard Latour, Yvan Valois, Lison Valois et son époux Christian Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 26 janvier dès 11 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14 h 30 et Michel Desrochers sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À l'unité des soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée, suite à un cancer fulgurant, le 11 janvier 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé, entouré des siens, M. Maurice Comtois, fils de feu Jean-Paul Comtois et de feu Rolande Frappier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa fille Alexis, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Huguette Comtois et son époux Yvon Piché, Gisèle Comtois, Jean-Marie Comtois, Hélène Comtois, feu Raymond Ducharme, René Comtois et son époux André Lanctot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Selon les volontés du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Un grand merci aux médecins et au personnel du CHDL pour les bons soins prodigués. À Maurice, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à une fondation de votre choix dans le domaine de la santé. Et voilà, nous passons maintenant à la météo. Lundi soir, le ciel sera généralement dégagé avec un mercure de -16. Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel sera dégagé, mais ce sera plutôt froid, avec -21 et une température ressentie de -27. Et mardi matin, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux et encore nécessaire de bien se couvrir avec -20 et une température ressentie de -26. Alors voilà ce qui complète vos informations locales pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information de votre région. Merci.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB, et surtout, n'hésitez pas à visiter notre